Bonjour et bienvenue donc dans votre revue économique dans laquelle nous reviendrons d'abord sur la chute du gouvernement Bayrou et ses répercussions budgétaires avant d'évoquer les incertitudes autour des sanctions européennes contre Moscou et de la prochaine décision de la Banque centrale européenne. Une page inédite de la Ve République qui s'est écrite hier, lundi 8 septembre 2025, lorsque l'Assemblée nationale a voté la défiance contre le gouvernement de François Bayrou. Cette défaite politique, sans précédent par son ampleur, place Emmanuel Macron au cœur d'une phase de recomposition institutionnelle délicate dans un contexte parlementaire profondément fragmenté. Dès lors, le chef de l'État doit rapidement nommer un successeur à Bayrou capable de restaurer une majorité parlementaire cohérente tout en apaisant les divisions marquées au sein de l'Assemblée. Dès l'annonce du rejet, François Bayrou a reconnu la nécessité de démissionner et devrait remettre officiellement sa lettre à Macron ce matin. Ce dernier se trouve donc confronté à plusieurs options pour sortir de cette impasse. Tout d'abord, il peut reconduire un Premier ministre issu de sa majorité, espérant rallier les modérés et centristes pour consolider une majorité stable. En revanche, une voie plus risquée consisterait à ouvrir une coalition plus large incluant la gauche modérée afin de dépasser les clivages partisans traditionnels, même si cette stratégie fait face à de forts blocages internes. Par ailleurs, une troisième solution technique pourrait impliquer la nomination d'une personnalité plus neutre, éloignée des rivalités politiques, afin de calmer le climat et garantir la continuité des réformes économiques urgentes. En outre, la pression politique ne faiblit pas, avec des voix oppositionnelles qui s'intensifient, réclamant notamment un renouvellement plus profond des institutions et mettant en cause la légitimité présidentielle. Au fond, cette crise révèle les limites actuelles de la Ve République face à la fragmentation du Parlement et à la montée de la défiance citoyenne. Ainsi, la nomination du prochain Premier ministre et la recomposition d'une majorité efficace seront déterminantes pour la stabilité politique et pour une transition gouvernementale réussie au service d'une action publique enfin apaisée et cohérente. En parallèle de la crise politique, la chute du gouvernement Bayrou génère une instabilité qui pèse lourdement sur le calendrier économique. Effectivement, sans gouvernement stable, l'adoption du budget 2026 reste suspendue, ce qui retarde la mise en œuvre des mesures indispensables pour sécuriser les finances publiques et relancer les réformes structurelles. Cette phase de latence prive les acteurs économiques et financiers de visibilité, renforçant ainsi l'incertitude. Par conséquent, la confiance des investisseurs est fragilisée, ce qui peut accroître la volatilité des marchés, notamment en ce qui concerne le coût d'emprunt de la France. Ce contexte difficile complique la gestion de la dette publique tout en limitant les marges de manœuvre budgétaires nécessaires pour la compétitivité et la croissance économique. De surcroît, plusieurs dossiers stratégiques tels que la réforme des retraites ou les mesures d'allègement fiscal pour les entreprises restent dans l'attente, freinant la dynamique économique. De plus, cette incertitude touche directement les investissements privés déjà fragiles, dont la planification dépend grandement d'un cadre politique stable et d'une politique claire. Dès lors, le rythme et la qualité des décisions publiques deviennent des enjeux majeurs pour éviter un ralentissement durable de l'économie française. En conclusion, la rapidité de la recomposition gouvernementale conditionnera largement la capacité de la France à rétablir la confiance des marchés et à poursuivre une trajectoire économique jugée indispensable au redressement du pays, à la fois sur le plan budgétaire et sur le plan social. Les responsables de l'Union européenne discutent d'un nouveau paquet de sanctions contre la Russie qui pourrait, pour la première fois, inclure des mesures secondaires visant la Chine et d'autres acheteurs d'énergie russes. Ces débats interviennent alors que les États-Unis accentuent la pression pour limiter la capacité de Moscou à financer sa guerre contre l'Ukraine. Dimanche dernier, les diplomates européens ont lancé des négociations et une délégation devait se rendre hier à Washington pour échanger avec le Trésor américain. Le président Donald Trump a affirmé le même jour qu'il était, je le cite, pas content de la Russie et qu'il était ouvert à de nouvelles mesures conjointes après l'échec des tentatives de paix précédentes avec son homologue russe Vladimir Poutine. Cependant, les sanctions secondaires restent à un stade très précoce et nécessiteraient l'unanimité des 27 membres. La Hongrie et la Slovaquie, fortement dépendantes du gaz et du pétrole russe, pourraient s'y opposer. En parallèle, Donald Trump a imposé un tarif de 50% sur les importations indiennes en représailles à l'achat continu de brut russe. La Chine, premier importateur de pétrole russe depuis 2022, a acheté l'an dernier environ 2 millions de barils par jour, dont 1,3 million par voie maritime et 800 000 par pipeline
selon des données compilées par Kepler. Pékin a par ailleurs récemment renforcé ses liens avec Moscou en préparant la réouverture de son marché obligataire aux sociétés énergétiques russes et en nouveau projet de gazoduc. Jeudi prochain, Chris Wright, secrétaire américain à l'énergie, doit rencontrer son homologue européen Dan Jorgensen à Bruxelles. Ce dernier a rappelé que l'Union européenne restait déterminée à éliminer progressivement les combustibles fossiles russes d'ici 2027. Je le cite, il ne s'agit pas d'une sanction temporaire, c'est une mesure qui perdurera. Les investisseurs obligataires et cambistes attendent jeudi une décision sans surprise. La Banque centrale européenne devrait maintenir son taux directeur inchangé, et ce pour la deuxième réunion consécutive. Après avoir jugulé l'inflation déclenchée en 2021 et ayant culminé à plus de 10%, l'institution se considère désormais dans une bonne situation. Toutefois, cette stabilité ne dissipe pas les doutes des marchés. La prochaine étape sera-t-elle une baisse ou au contraire une hausse des taux? En effet, le compte-rendu de la dernière réunion de juillet confirmait une stratégie de communication prudente et neutre. Depuis, les gouverneurs se montrent inhabituellement silencieux. Or, les prévisions internes indiquent que l'inflation devrait passer sous l'objectif de 2% en 2026 avant d'y revenir en 2027, ce qui plaide pour l'attentisme. Cependant, plusieurs facteurs de risque persistent. D'un côté, un euro plus fort, des droits de douane américains relevés et un afflux d'importations chinoises pourraient accentuer la désinflation et justifier une baisse des taux. De l'autre, la hausse des dépenses de défense en Europe et les investissements massifs dans les infrastructures allemandes pourraient relancer la demande et raviver des tensions inflationnistes. Ainsi, comme le soulignent de nombreux experts, une nouvelle hausse de taux ne peut être totalement écartée. Par ailleurs, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, sera sans doute interrogée sur la dette française alors que les rendements obligataires sont sous pression. En outre, l'hypothèse d'une victoire de Donald Trump aux États-Unis et d'une baisse rapide des taux de la Fed complique la donne. Un dollar plus faible et un euro plus fort accentueraient la désinflation importée. Ainsi, entre désinflation mondiale, relance budgétaire européenne et incertitude transatlantique, la BCE privilégie pour l'instant un statu quo stratégique. Le marché du travail américain ralentit nettement et en conséquence, le secteur de la santé demeure le principal moteur de création d'emplois. En août 2025, les services de santé ont recruté 47 000 salariés selon des données compilées par le Bureau of Labor Statistics, marquant ainsi la plus faible progression depuis janvier 2022. En parallèle et hors santé, le secteur privé a perdu plus de 140 000 emplois au cours des 4 derniers mois, soulignant l'importance cruciale de ce secteur pour soutenir l'économie américaine. Depuis janvier, le secteur de la santé génère en moyenne 64 000 embauches mensuelles contre seulement 9 400 pour le reste du secteur privé. Avec 23,5 millions de salariés, soit un emploi sur 6 dans le privé, il dépasse largement l'industrie manufacturière avec ses 12,7 millions d'emplois et le commerce de détail qui en a 15,6 millions et se rapproche donc des services professionnels qui est la branche la plus fournie avec 22,5 millions de salariés. Cependant, plusieurs signaux d'alerte apparaissent. D'une part, l'écart entre les données du Bureau of Labor of Statistics et celles d'ADP qui enregistrent 5 mois consécutifs, je vous le rappelle, de baisse des effectifs dans la santé et l'éducation, ce qui crée une incertitude sur la vigueur réelle du recrutement. D'autre part, les coupes prévues dans Medicaid, 911 milliards de dollars d'ici 2034, dont 17 milliards dès 2026, menacent directement les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée qui dépendent à 46% de ce financement. La Fed de New York alerte déjà sur un risque accru de fermeture. Enfin, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée accentue la fragilité. 18% des professionnels de santé et 40% des aides à domicile sont nés à l'étranger. Toute restriction migratoire pourrait ainsi limiter encore plus la capacité d'embauche et exercer des pressions salariales supplémentaires. Ainsi, bien que la santé reste un pilier du marché du travail, sa vulnérabilité constitue un signal d'alarme pour la consommation, la trajectoire budgétaire et indirectement pour les rendements des treasuries et la volatilité du dollar. En conséquence, les investisseurs suivent de très près ces données pour anticiper les décisions futures de la Réserve fédérale américaine.
Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et d'un point de vue macroéconomique, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tout au plus, la production industrielle française ce matin, publiée à un instant, qui est ressortie négative de moins 1,1% contre moins 1,4% modélisé. Je vous rappelle que pour les données de juin, la production industrielle française avait été mesurée à plus 3,7%. Côté macroéconomie, pas grand-chose, excepté les publications d'Oracle et éventuellement pour les puristes de Gamesoft Corporate. Voilà donc pour ce petit tour de ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principales places financières ont terminé en nette hausse portée par les perspectives d'assouplissement monétaire aux États-Unis, en dépit des incertitudes politiques en France, où le Premier ministre François Bayrou a engagé, je vous rappelle, hier, ce sont des commentaires datant de 17h35. Je vous rappelle que François Bayrou avait donc engagé hier à 17h35 encore la responsabilité de son gouvernement sur la question des finances publiques. Un peu avant 19h, on a appris qu'une large majorité de l'Assemblée nationale avait voté contre le projet de politique, contre le projet politique du gouvernement Bayrou. Dans ce contexte, hier à Paris, le CAC 40 a gagné 0,78% à 7734 points. Le DAX à Francfort s'est adjugé, lui, 0,89%, tandis que Londres et le FTSE a pris 0,14%. L'Eurostoxx 50 a gagné un peu moins de 1% et le Stoxx 600 a pris 0,28%. La dynamique des places européennes oscille donc, vous l'avez bien compris, entre un horizon politique incertain en France et l'anticipation croissante d'un virage accommodant de la Fed censé redonner de l'air à l'économie mondiale et soutenir les actifs risqués. À Wall Street, les indices actions ont progressé hier, soutenus par les anticipations de baisse de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine dans un climat dominé à la fois par la faiblesse des derniers chiffres de l'emploi et par l'attente de nouvelles données sur l'inflation, une dynamique qui traduit donc une réorientation progressive des marchés. L'attention se déplace moins vers la solidité des bénéfices qu'à l'évaluation de la trajectoire monétaire. Dans ce contexte, hier, le Nasdaq a pris 0,45%, le Dow Jones 0,25% et le S&P 500 a gagné 0,25%. Enfin, sur les marchés pétroliers, les prix ont légèrement progressé hier, une hausse modérée qui s'explique par le fait que l'augmentation des quotas de production de l'OPEP+, annoncée dimanche dernier, avait déjà été largement anticipée, ce qui avait entraîné un repli important la semaine précédente. Cependant, l'impact réel sur l'offre mondiale devrait rester limité car plusieurs pays peinent à atteindre leurs objectifs, réduisant l'injonction potentielle à moins de 100 000 barils par jour. Ainsi, la décision du cartel apparaît davantage stratégique qu'opérationnelle. Elle vise à préserver ses parts de marché face à la progression de producteurs concurrents comme les États-Unis, le Canada ou le Brésil. Par ailleurs, dans un contexte de pressions occidentales sur la Russie et de tensions persistantes avec l'Iran, cette légère hausse d'offres pourrait ainsi devenir un outil géopolitique accentuant les incertitudes autour de l'équilibre futur du marché pétrolier. Hier, donc, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre a gagné 0,79% à 66,02 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison octobre, a lui gagné 0,63% à 62,26 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 9 septembre 2025 et juste après, nous retrouverons les Market Movers de Guillaume Lydie. À tout de suite sur Téléfinance.